Parfait, merci encore à chacun de vous. Aujourd'hui, c'est dimanche 9 mars. Merci d'avoir consacré une partie de votre temps pour cette discussion avec le professeur Hérold Toussaint. Et nous allons aborder un thème d'actualité qui entoure aussi plusieurs enjeux, hein. La défense des immigrés à l'épreuve de la diplomatie, de la miséricorde. Juste avant de dire plus, je vais souligner que cette conférence va être enregistrée. Donc, vous pouvez toujours garder votre caméra fermée au cas où vous ne souhaiteriez pas que votre image apparaisse. Donc, nous sommes très contents d'avoir cette occasion de discussion. Et donc, c'est l'occasion où on réfléchit ensemble sur des questions essentielles comme la défense des immigrés, hein, dans un monde, je dirais, en crise. Hein. Vous savez que la migration sont une réalité. Et donnez-moi juste un instant, le temps de désactiver quelque chose. Voilà. Donc, nous savons tous que la migration, hein, ça touche des millions de personnes à travers le monde, des hommes, des femmes, des enfants qui quittent leur pays pour échapper à la guerre, bon, à toutes sortes de soucis, de crises, la guerre, la pauvreté, la violence, etc. Et mais au lieu d'être accueillis avec humanité, hein, dans leur terre d'accueil, on constate que c'est souvent ces personnes se heurtent souvent à des murs, hein, des préjugés, et pour ne pas dire des politiques d'exclusion. Et c'est là qu'intervient la voix du pape François qui fait beaucoup d'actualité ces derniers temps, pas en des termes très joyeux, puisque bon, c'est lié à son état de santé. Et donc, mais c'est là que sa voix s'élève, puisqu'il nous invite à penser la politique et la diplomatie autrement, c'est-à-dire à placer l'être humain, la miséricorde, au centre des décisions. Et c'est là que le professeur Toussaint va nous entretenir là-dessus. Hein. Le pape François nous parle de la culture de la rencontre. Hein. C'est une invitation pour mettre l'accent sur le dialogue, la solidarité, la justice sociale. Donc, c'est justement cette vision du pape François, de la diplomatie, de la politique, liée surtout au phénomène migratoire, que nous allons parler aujourd'hui. Donc, comment la politique, la diplomatie, l'engagement citoyen peuvent être des outils puissants pour défendre la dignité des immigrés. Et je peux vous avertir que dans cette approche de pensée, le pape François, le professeur Toussaint va nous en parler, va nous expliquer tout ça. Hein. Le pape François a fait cette distinction entre deux grandes politiques, deux types de politiques. Hein. Ce qu'il appelle la grande politique et la petite politique. Hein. La grande politique qui cherche à bâtir une société plus juste et plus solidaire, et la petite politique qui, elle, s'intéresse, disons, se fonde sur des intérêts personnels et des rivalités de pouvoir, et qui, justement, c'est une invitation à considérer que la politique n'est pas un jeu, mais plutôt un service rendu aux citoyens. Et là, il y a une phrase que le professeur Toussaint aime répéter souvent, c'est que la politique est l'une des formes les plus élevées de la charité. Hein. Je crois que c'est une phrase qu'utilise Pape François aussi. Ce qui signifie que gouverner, ce n'est pas seulement gérer des budgets, gérer des lois, mais c'est aussi surtout protéger les plus vulnérables. Et aujourd'hui, mais on constate que beaucoup de décisions sont prises sous la base peut-être d'intérêts économiques et non en fonction du bien commun. Et la mondialisation a creusé des inégalités profondes, hein, en laissant les pauvres toujours les plus pauvres, les riches toujours plus riches. Et justement, on ne peut que souligner la pertinence de l'appel du pape François qui invite à une refondation de la politique, refonder la politique sur des valeurs de justice, de responsabilité, de fraternité. Et là, la politique ne peut pas agir seule, hein. Donc, elle a besoin de la diplomatie pour créer un dialogue entre les nations.
Donc, c'est de cette question qu'il s'agit aujourd'hui, qu'on va lier à la notion de diplomatie de la miséricorde, c'est-à-dire construire des ponts et non des murs. C'est ça l'idée de diplomatie de la miséricorde. Et parce que les crises migratoires se multiplient, et là, la diplomatie, ce type de diplomatie devrait être un outil de paix et de solidarité. Eh bien, on va dire qu'elle est souvent trop utilisée pour fermer les frontières et diviser les peuples. Et à travers sa notion de diplomatie de la miséricorde, Pape François va nous dire, attention, hein, la diplomatie ne doit pas être un simple rapport de force entre les nations, mais un service destiné à favoriser la paix et la coopération. Et là, il y a une phrase que j'aime citer, est-ce que je l'ai noté quelque part, et c'est que les immigrants et les réfugiés ne sont pas des numéros, mais des hommes et des femmes qui cherchent la paix. Hein, c'est une phrase très forte du pape François qui a beaucoup de signification dans ce contexte, ce qui signifie que la politique migratoire ne doit pas être basée uniquement sur des considérations économiques et sécuritaires, comme je l'ai dit, mais avant tout respecter la dignité humaine, garantir des conditions d'accueil justes et humaines. Et donc, et ça va justement bénéficier de ce que le pape appelle la culture de la rencontre. La culture de la rencontre qui brise la peur, qui évite, qui fait que, écoutez, on fait mieux face à la méfiance envers l'étranger. Hein? Donc, ce qu'on constate, c'est que par rapport à l'étranger qui arrive, c'est la peur, c'est la méfiance, alimentée souvent par des discours populistes, une politique de rejet. Et l'idée de culture de la rencontre ici invite à accepter de voir l'autre comme un être humain avant tout, favoriser l'intégration plutôt l'exclusion, travailler ensemble au-delà des différences pour bâtir une société, je dirais, plus fraternelle. Hein. Donc, et là, on va dire que là encore, c'est une phrase de Pape François que je vais citer, que j'ai notée. C'est la paix, voilà, la paix n'est pas l'absence de guerre, hein, mais le fruit du dialogue et de la solidarité. Donc, c'est pour dire que l'idée de diplomatie de miséricorde des fonds des immigrés, aujourd'hui, c'est une question centrale et c'est une bonne occasion qu'on a aujourd'hui de discuter de cette question avec le professeur Hérold Toussaint qui, je le souligne, passé des présentations, professeur Toussaint, professeur à l'Université d'État d'Haïti, ancien vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti et qui est l'auteur également d'un ouvrage, je crois que c'est peut-être l'un des rares ouvrages publiés sur la pensée du pape François en Haïti et justice sociale et culture de la rencontre. Cet ouvrage qui a été publié en 2019. Professeur Toussaint va probablement nous en parler. Donc, encore une fois, bienvenue à chacun de vous. Nous sommes partis pour une bonne 90 minutes de discussion et d'échange avec le professeur Toussaint sur la notion des fonds des immigrés et la justice, et toute la question de justice sociale, de la culture de la rencontre, et surtout autour de la notion de diplomatie de la miséricorde. Je rappelle le terme de la conférence, la défense des immigrés à l'épreuve de la diplomatie de la miséricorde. Bonjour, professeur Toussaint. Je vous laisse la parole maintenant pour cette conférence. Encore une fois, merci de nous accorder cette occasion d'échange. Bon. D'abord, je remercie notre collègue et ami Jean-Claude Michaud, qui, je rappelle, qui se trouve dans un espace de l'Université Laval. C'est le miracle des nouvelles technologies. Il est à l'Université de Laval, doctorat en communication publique. C'est un membre actif, un grand collaborateur du collectif des universitaires citoyens, QCI, et c'est un grand membre également de la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, en FONGISEC. Cela veut dire nous sommes chez nous avec le professeur Michelot. Vraiment, nous lui disons merci. C'est un grand collaborateur, c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui nous aide beaucoup, qui nous aime et qui nous aide beaucoup à réaliser ce type d'activité. D'ailleurs, c'est lui qui
je dirais, qui anime, qui anime cette conférence avec nous. Bon. Maintenant, ma première question, c'est pourquoi cette conférence? Qu'est-ce qui m'a animé à organiser cette conférence? Premièrement, je dois l'avouer, c'est la situation tragique que vivent actuellement la plupart de mes compatriotes, que ce soit en Haïti, sur la terre haïtienne, et plus précisément à Port-au-Prince, et la situation de mes compatriotes ou bien des Haïtiens en République dominicaine et aux États-Unis. Je crois que cette idée cette préoccupation m'a poussé à engager cette réflexion aujourd'hui. Vous savez, je dois l'avouer aussi, c'est la problématique de la migration posée aussi par le président américain Donald Trump. Il y a également, nous pouvons citer également la situation du pape François au niveau de la santé. Les réseaux sociaux en parlent. Les réseaux sociaux parlent de la maladie du pape François. Donc, je pars de ce lieu, le lieu d'Haïti, pour organiser cette conférence. Nous sommes en Haïti, ça c'est important. Michelot est au Canada et la plupart d'entre vous sont dispersés à travers le monde. Donc, la diplomatie de la miséricorde. Donc, apparemment, ces deux thèmes sont contradictoires, peuvent être perçus comme contradictoires, mais et pourtant, le pape François en parle et on trouve cette question de la miséricorde est au cœur des préoccupations du pape François. Et il pense que c'est important de lier ces deux notions, diplomatie et miséricorde. Mais avant, je pense qu'il est intéressant de partir de l'expérience même du pape François comme personne humaine et comme personne humaine et comme personne qui a fait l'expérience de la souffrance. Allez, je commence par l'expérience de la souffrance. Donc, il est né, comme la plupart d'entre vous le savent, à Buenos Aires, Argentine, le 17 décembre 1936, d'une famille d'origine italienne. Et c'est le premier pape latino-américain. C'est le premier pape jésuite de l'histoire, dans l'histoire. Et c'est important de souligner cet élément. Et pape François, je le disais, il a fait l'expérience de la souffrance. Jeune, pape François a fait l'expérience de la souffrance. Il avait alors 21 ans. Et il souffrait d'abord dans son corps. Et ce corps a été le siège des douleurs atroces.
Et c'est ce qu'a révélé d'ailleurs une enquête qui a été conduite par la journaliste Christiane Rancé dans son livre François, un pape parmi les hommes. Et le pape François n'a pas à spéculer sur la souffrance. Il en a fait l'expérience. La souffrance a habité son corps de jeune. Il a vécu l'angoisse. La solitude dévorait son cœur. Jeune, la solitude dévorait son cœur. La douleur habitait la surface de son cœur. Les douleurs attaquaient son corps de l'extérieur et de l'intérieur. Le pape François a reconnu aussi, comme tout être humain, qu'il a vécu des souffrances relationnelles. Il n'a pas voulu se présenter comme un enfant de cœur. Il n'a pas caché ses souffrances relationnelles. Il a même reconnu les erreurs qu'il a commises comme responsable ou comme jeune provincial de la Compagnie de Jésus en Argentine. Donc, le pape François croit à la miséricorde. Un élément important, le pape François a appris cette culture de la miséricorde auprès de sa grand-mère, Margarita Rosa. Et en lisant les travaux sur pape François, j'ai été frappé par le rôle qu'a joué la grand-mère du pape François dans sa vie. Cela veut dire cette question de miséricorde dont parle le pape François ne date pas d'aujourd'hui. Il a été initié, il a été, si vous me permettez l'expression, socialisé à la culture de la miséricorde. Et à partir de ses nombreuses souffrances, il a appris aussi à être patient. Il a appris aussi à entrer dans la peau de l'autre. Chez le pape François, patience et souffrance vont de pair. Et il reconnaît que la vie ne peut apparaître au grand jour sans douleur. Et dans son livre Je crois en l'homme, il a publié un texte fort intéressant qui s'appelle Je crois en l'homme. Dans ce livre, il a souligné non seulement les femmes souffrent en mettant un enfant au monde, mais toute personne, dans ce qui vaut réellement la peine et qui encourage l'évolution, doit traverser des périodes douloureuses. La souffrance participe de la fécondité. Mais attention, ce n'est pas une attitude masochiste, c'est d'accepter que la vie nous montre ses limites. En un mot, le pape François parle de cette vision
l'être humain est limité. L'être humain se trouve toujours en face de ce que le philosophe Karl Haspers, allemand, existentialiste, appelle des situations limites. En partant de cette situation, le pape François insistera toujours sur la culture de la rencontre, la culture de la miséricorde. Retenez bien, la culture de la rencontre, la culture du dialogue, la culture de la miséricorde. Mais pour comprendre cette culture de la miséricorde dont parle Pape François, on doit partir aussi de sa vision théologique. Pape François appartient à un courant de théologie, qui a pour nom la théologie du peuple, qu'on peut considérer comme une branche de la théologie de la libération. Donc, il y a une nuance entre la théologie du peuple et la théologie de la libération. Mais ces deux théologies se rencontrent dans ce qu'on pourrait appeler l'option pour les pauvres. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par théologie du peuple? Je dis bien, c'est important pour entrer dans cette diplomatie de la miséricorde. Cette théologie du peuple, elle a pris naissance en Argentine dans les années 60. Et l'un des penseurs, des théoriciens de ce courant de pensée est un ancien professeur du pape François qui s'appelle Juan Carlos Scanone. Juan Carlos Scanone, qui a d'ailleurs écrit un livre ayant pour titre Le pape du peuple, Bergoglio, raconté par son confrère théologien, c'est-à-dire Juan Carlos Scanone, qui est jésuite confrère du pape François. Maintenant, ce courant accorde une place importante à la notion d'identité. À la notion d'identité. Et ce qui est important pour cette théologie, c'est principalement l'évangélisation de la culture et l'inculturation de l'évangile. L'évangélisation de la culture et l'inculturation de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile doit être incarné. On doit tenir compte de la culture du peuple. Ce n'est pas du populisme. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte de l'identité, de la culture du peuple, de ce qui fait de peuple un véritable peuple. Et si vous voulez, dans cette ligne, la promotion humaine et la lutte pour la justice et le développement, c'est essentiel, c'est fondamental. Donc,
la vision du pape, la vision et les pratiques du pape découlent de ce type de théologie dans lequel, dans ce type de théologie, l'option pour les pauvres et les victimes de l'histoire est claire. Les théologiens du peuple dont le pape François fait partie, partent de cette idée. Jésus est venu pour tous, mais spécialement pour les pécheurs, les pauvres, les malades, les victimes. Ce sont les préférés du royaume. Et en ce sens, le pape François va considérer Jésus comme un migrant. C'est le migrant par excellence. Le migrant, et tout être humain est considéré comme migrant. Et 8 mois après l'élection du pape François comme pape, en mars 2013, le pape va écrire un texte évangélique Gaudium, la joie de l'évangile. Et ce texte, cette exhortation apostolique du pape François, est fortement inspirée par la théologie du peuple. Et comme nous l'avons dit, ce courant théologique qui est né à la fin des années 60 à Buenos Aires. Bref, c'est cette théologie qui a nourri la pensée et les pratiques du pape François. Dans cette théologie, dans la théologie du peuple, les pauvres sont considérés non pas comme de simples objets d'une libération et d'une instruction. Les pauvres sont considérés comme les sujets qui sont en mesure de penser selon leur catégorie. Il faut bien comprendre cette notion du peuple chez le pape François pour saisir cette notion de diplomatie de la miséricorde. Parce que chez lui, chez les théologiens du peuple, un peuple qui est différent de la masse, qui est différent d'une masse, un peuple qui est différent d'une masse, un peuple, c'est la volonté d'agir en commun pour un projet de coexistence. Je reprends cette définition qu'on trouve également chez le professeur du pape François, Juan Carlos Scanone. Un peuple, c'est la volonté d'agir en commun pour un projet de coexistence. C'est ce qui fait un peuple, la volonté d'agir en commun pour un projet de coexistence. Donc, nous devons retenir cette vision du peuple chez le pape François. Et là, nous ne parlons pas du populisme. Le peuple, un peuple, c'est-à-dire un peuple devient peuple, si vous me permettez cette manière de dire, c'est la volonté d'agir en commun pour un projet de coexistence, la notion de coexistence. Il sera question aussi dans cette diplomatie de la miséricorde qu'il y ait certes accueil des migrants, mais que le migrant aussi accepte et reçoive
la culture du peuple qui l'accueille. Vous êtes accueillis dans un pays, on accepte votre présence dans un pays, vous avez aussi le devoir de respecter le patrimoine historique et culturel du pays d'accueil pour arriver à ce qu'on peut appeler la coexistence entre les deux peuples. Donc, et là, et là, et cette situation, cet accueil peut donner lieu à des formes de collaboration, de coopération, de richesse mutuelle. Le migrant ou bien les migrants peuvent enrichir et participer à tous les niveaux au progrès, au développement du pays d'accueil. Du pays d'accueil. Donc, j'ai voulu insister sur cette question de théologie du peuple qui est fondamentale, essentielle pour comprendre la notion de diplomatie de la miséricorde. Mais quand on parle aussi de peuple chez le pape François, il faut aussi ramener ce mot à la notion de périphérie. Pape François est un citadin. Il est né à Buenos Aires. Et Pape François va encourager les gens à choisir la voie des périphéries, le lieu privilégié de rencontre avec la riche culture populaire. Donc ça, c'est la question des périphéries. Par exemple, il y a le centre et les périphéries. Il faut accorder une attention spéciale aux personnes qui vivent dans les périphéries. Maintenant, comment le pape François comprend-il son rôle de pontife? Là, c'est pour entrer dans cette culture de la miséricorde. Dans un souci pédagogique, le pape François précise dans son livre, au début de son pontificat, il écrivait un livre qui a pour titre « Je vous demande de prier pour moi ». Et c'est dans ce livre qu'il définit le concept de pontife, quand on parle de pontife. Quand on parle, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le souverain pontife? Il nous dit, un des titres de l'évêque de Rome est pontife. C'est-à-dire celui qui construit des ponts avec Dieu et entre les hommes. Pontife, c'est-à-dire celui qui construit des ponts avec Dieu et entre les hommes. Et parfois, nous voulons bien donner une mauvaise interprétation, une mauvaise définition du terme pontife, le pontife romain. Donc, et le pape François nous dit, je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à construire des ponts entre tous les hommes
si bien que chacun puisse trouver dans l'autre non un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser. Et le pape François nous dit, mes origines même, du reste, me poussent à travailler pour édifier des ponts. En effet, comme vous savez, ma famille est d'origine italienne et ainsi, en moi, est toujours vivant ce dialogue entre les lieux et les cultures avec leur éloignement. Ouais, le pape François est fils d'immigrés. Et là, nous voyons comment notre histoire personnelle, dans certains cas, peut avoir une influence considérable sur notre destin, sur notre façon de penser et d'agir. Et ce point est important. Et les parents du pape François pourraient bien perdre leur vie en choisissant de se rendre en Amérique. Partir de l'Italie pour se rendre en Amérique, ce n'est pas un trajet facile. Ce n'était pas un trajet facile. La famille, les membres de la famille, les membres de sa famille pourraient bien laisser leur peau pourraient bien laisser leur peau. Donc, la question de la famille, la question de l'histoire personnelle a joué un rôle dans l'option du pape François. Et dans la logique de la diplomatie de la miséricorde, le thème de médiation est important et c'est en ce sens que le pape François fera toujours une distinction entre la grande politique et la petite politique. Il admet que l'Église ne doit pas se mêler de la politique partisane. Et face à la diversité des partis politiques, l'Église ne doit pas intervenir. Face à la diversité des partis politiques, l'Église ne doit pas intervenir. C'est la liberté de la participation des laïcs. Toutefois, au nom de la grande politique, l'Église peut participer à tout processus de paix. Et d'ailleurs, le pape François, à travers ses écrits, je dis bien à travers ses écrits, ne donne pas l'impression qu'il est l'unique détenteur de la vérité. Je dis bien, à travers des textes que j'ai pu lire, à travers des ouvrages que j'ai pu parcourir, le pape François ne donne pas l'impression qu'il est l'unique détenteur de la vérité. Pour lui, la vérité est relationnelle. Et dans son audience au corps diplomatique accrédité
auprès du Saint-Siège, le vendredi 22 mars 2013, il explique son rôle de pontife. Il se présente comme l'homme des ponts. Et l'Église doit participer, selon lui, à la création des ponts. Et là, on l'a vu, on l'a vu, le conflit qu'il y a eu lors des élections présidentielles aux États-Unis, à l'époque où où le président Donald Trump était candidat, le pape François faisait bien la distinction entre la création, la construction des ponts de solidarité, des ponts de fraternité entre les peuples, les ponts de solidarité, de fraternité, d'union entre les cultures. Et le pape François est un fervent défenseur des cultures, de la communication interculturelle. Donc, il y a cette différence entre construire des ponts, bâtir des ponts et érection des murs, dresser des murs. Donc, je crois qu'il y a eu un point de divergence entre ces deux grandes figures, le chef de l'Église catholique et le candidat à l'époque, M. Donald Trump, à une question de pont et de mur dans cette culture, dans cette diplomatie de la miséricorde. Il sera question de ponts, de construire des ponts, de construire des relations entre les peuples, entre les cultures, au-delà de leur religion, au-delà de leur appartenance religieuse. Donc, pour le pape François, l'Église doit participer à la création des ponts. Elle n'a pas à prendre parti pendant des périodes de crise et de conflit. Donc, je crois que la notion de pontife, la notion de médiation, que l'Église doit jouer un rôle pour le rappel des principes d'humanité et de fraternité qui fondent toute société unie. Il ne faut pas oublier, cette vision chez le pape François. La mission de l'Église consiste à prôner la non-violence, mais elle peut prôner la violence, elle peut prôner la non-violence active. Et dans un message dans son message pour la célébration de la 5e journée mondiale de la paix le 1er janvier 2017, le pape François déclara: « J'assure que l'Église catholique accompagne toute tentative de construction de la paix, y compris par la non-violence active et créative. » Je cite le pape François. Son discours du 1er janvier 2017. J'assure que l'Église catholique accompagne toute tentative de construction de la paix, y compris par la non-violence active et créative. Maintenant, je vais analyser un cas, je dirais, le premier voyage du pape François. Pour voir l'importance qu'il accorde
la question des migrants, la défense de l'homme. La défense des migrants est le thème récurrent du pontificat du pape François. Mais nous devons le souligner immédiatement. Il n'est pas le premier à aborder la question des migrations. Le grand pape Jean-Paul II en avait parlé. Le pape Benoît XVI en avait parlé. Il y a même, ses prédécesseurs ont même inauguré ce qu'ils appellent journée, en fait, internationale des migrants. Mais le pape François en a fait le thème central de son pontificat. Et ce thème, la migration, il l'a abordé dans de nombreuses interventions publiques. Il visitait des migrants, il visite des migrants lors de chacun de ses voyages. Il a même effectué des voyages spécifiques en vue de visiter les migrants. Et cela a commencé dès le début de son pontificat, au début de son pontificat. Ça, c'est important. Il a visité plusieurs hommes et de femmes et cette visite a eu lieu à Lampedusa, Lampedusa. C'est une île. Le 8 juillet 2023. Excusez-moi, le 8 juillet 2013. C'est sa première visite hors de l'Italie. Et cette visite, au cours de cette visite, on a vu un pape François qui interpelle les dirigeants politiques.
Mais en fait, nous avons bien dit, le pape François a organisé des voyages spéciaux pour visiter des migrants. En effet, si le pape François est si sensible au sort des migrants, et notamment de ceux qui ont trouvé la mort en traversant la mer Méditerranée, c'est qu'il est lui-même non seulement fils d'immigrés, mais provient aussi d'une famille qui, au cours de son voyage vers l'Amérique, aurait pu se perdre dans les eaux de l'Atlantique. Nous reviendrons plus loin sur l'homélie qu'il a présentée le jour de sa visite. En fait, le pape François souhaite aussi qu'on s'interroge sur les vraies causes des migrations. Pour le pape François, il faut questionner les vraies causes de la migration. Et pour lui, le système économique mondial a quelque chose à voir avec certaines vagues de migration. Pour lui, ce système économique tue. Pour lui, ce système économique, et ça c'est important, nous fait perdre notre capacité de pleurer, notre capacité de nous mettre dans la peau de l'autre ou bien des autres. C'est dans cette logique que le pape François va parler de la mondialisation de l'indifférence. Voilà la grande expression employée par le pape, une trouvaille du pape François par rapport à une économie qui déshumanise l'être humain. À une économie qui chosifie l'être humain. Donc, cette économie, ce type d'économie donne lieu à une mondialisation, à une globalisation de l'indifférence. Et c'est dans cette logique que le pape François va parler, souhaite qu'on passe d'une mondialisation de l'indifférence à une mondialisation de la solidarité et de la fraternité.
En un mot, on peut même ajouter hein, à une mondialisation de la miséricorde, à une mondialisation de l'amitié sociale. De l'amitié sociale ou encore de l'amitié politique, de l'amitié sociale, de l'amitié politique. Une mondialisation de l'indifférence. Et cette mondialisation de l'indifférence a des conséquences néfastes pour les pays du tiers-monde, entre guillemets, pour les pays sous-développés. Maintenant, comment donner une dimension humaine à cette économie? Est-il possible de donner une dimension humaine à cette économie? Et cette dimension humaine à l'économie qui va permettre, de rendre, je dirais, de rendre effective ou concrète cette diplomatie dite diplomatie de la miséricorde. Apparemment, cette diplomatie dite de la miséricorde est une utopie. Mais une utopie qui doit tenir compte de la réalité, qui doit tenir compte de la réalité, qui doit tenir compte des conflits sociaux. Donc, et le pape François plaide donc pour une globalisation, dire une nouvelle forme de globalisation. C'est à l'intérieur de cette nouvelle forme de globalisation, la globalisation de la solidarité, la globalisation de la fraternité, qu'adviendra réellement une diplomatie de la miséricorde, une diplomatie où l'on tiendra compte de la dignité de la personne humaine. Donc, et la question du bien commun est au cœur de cette diplomatie de la miséricorde. Et à l'intérieur de cette diplomatie de la miséricorde, il n'y a que les maîtres mots, c'est bien la paix. La paix et la paix, le dialogue. La paix, le dialogue, la rencontre. Le thème de rencontre, de dialogue est omniprésent dans les écrits du pape François. Donc, dans cette logique de la diplomatie de la miséricorde, et la question de la paix est fondamentale. Et dans cette logique, comment l'Église peut participer à sa manière et selon sa mission, selon sa vocation, à favoriser, à permettre l'éclosion de la paix. En un mot, et cette diplomatie doit penser le monde, penser la paix pour mettre un terme, dans cette diplomatie de la miséricorde
il s'agira aussi de mettre un terme à ce que le pape François lui-même appelle, c'est un nouveau terme, et appelle guerre mondiale par morceaux. C'est un autre concept forgé par le pape François. Guerre mondiale par morceaux. C'est-à-dire, on a des guerres, on a des conflits éparpillés à travers le monde. Des conflits locaux. Donc, on ne parle pas d'une manière ouverte d'une troisième guerre, la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Par contre, le pape François parle de guerre mondiale par morceaux. C'est-à-dire, il y a des foyers de guerre un peu partout à travers le monde et dans les différents continents. En fait, pour vous permettre de participer, nous allons essayer de présenter une première, ce que je pourrais appeler une première conclusion, je dirais, d'une conclusion provisoire par rapport à ce type de diplomatie. En fait, ce qui est au cœur de ce type de diplomatie, on peut parler de la vérité de l'amour. Et si vous voulez, il y a ces quatre mots, vérité, amour, justice et fraternité. Et ce sont les éléments qui peuvent permettre aux hommes et aux femmes d'habiter pacifiquement la Terre, la planète. Donc, cette diplomatie consiste à insuffler de l'utopie dans le réalisme. À insuffler de l'utopie dans le réalisme. Il reste donc beaucoup à faire et de nombreux défis attendent l'Église, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique ou en Asie. Donc, le discours de la miséricorde, le discours de l'accueil de l'autre, le discours de la tendresse envers l'autre ou bien pour l'autre, doit continuer à se construire. Or, ce discours de la miséricorde n'est pas dépouillé de tout raisonnement, de toute réflexion, de tout discernement rationnel. Ça, c'est important. La raison doit être toujours au cœur de cette diplomatie. Il faut discerner. Il faut dialoguer. Parce que la diplomatie, de la miséricorde ne relève pas du pur sentimentalisme.
Il est plutôt question de la défense de la dignité humaine. Être humain, et dans la logique bien sûr ecclésiale chrétienne, fils de Dieu, enfant de Dieu. Donc, et cette diplomatie de la miséricorde, elle ne peut pas être effective si on ignore la réalité des conflits, des guerres et de l'existence d'adversaires acharnés et prêts à tous les mensonges et toutes les falsifications pour arriver à leur fin. C'est au cœur de cette réalité qu'on peut construire cette diplomatie de la miséricorde, c'est-à-dire cette volonté aussi de construire des ponts entre des hommes, de construire des ponts, de construire des rencontres entre des hommes de pays différents, de nations différentes, de langues différentes. En un mot, il y a lieu, il y a urgence de construire entre les États, entre les hommes, des ponts, des ponts, des rencontres. Et la diplomatie ne peut pas se faire en dehors, en mettant entre parenthèses la dignité humaine, la compassion et pour finir, la miséricorde. Et en ce sens, pour terminer, et ça a été l'un des buts de cette rencontre, nous voulons bien que nous avons assumé notre responsabilité. Là, je parle je dirais, j'ai parlé d'abord comme être humain, comme personne humaine, comme penseur, mais maintenant j'ajoute une petite note comme haïtien. Je pense que la situation que vit mon peuple aujourd'hui, mes concitoyens aujourd'hui, cette situation est inhumaine. Je souhaite aussi qu'il y ait des relations beaucoup plus, des relations moins féroces et moins violentes entre Haïti et les autres nations. Et je souhaite qu'il y ait moins de violence dans les relations de mon pays, Haïti, avec les autres pays. Comme je l'ai dit au début, les Haïtiens ont assumé leurs responsabilités, On ne peut pas chercher uniquement des boucs émissaires, mais nous demandons aussi que les autres nations respectent notre dignité. Que nous soyons accueillis comme des êtres humains. Voilà. Merci pour votre participation et je salue les amis d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Et je répondrai c'est M. Michelot Jean-Claude qui va, je dirais, animer le débat. Merci. Merci beaucoup, professeur Toussaint. Et
pour cette riche intervention. Ben là, ça va être l'occasion d'échanger avec nos participants. On a une trentaine présents. Donc, pour intervenir, vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main pour que nous puissions vous inviter à ouvrir votre micro pour intervenir. Mais là, je pense que l'intervention qu'on a eue aujourd'hui, ça se résume un peu hein, à travers l'idée d'utopie. Hein, parce que si on constate, si on compare cet objectif, la visée, la notion de diplomatie de miséricorde, etc., par rapport à la réalité même constatée par le pape, hein, la mondialisation de la différence. Donc, on voit bien que c'est quelque chose vers laquelle on s'aspire, hein, la miséricorde, le respect de la dignité humaine, puisqu'on est toujours dans ce contexte où l'autre est considéré comme être une source de peur. Hein. Et voilà, donc je vais pas. Donc, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va revenir, mais j'aimerais accorder la priorité à nos participants qui il y a iPhone, mais bon, j'aurais aimé que la personne précise son nom, qui a une question à trois volets. Je vais quand même l'inviter à ouvrir son micro. Vous pouvez lever la main pour intervenir. Il y a une personne qui dit avoir une question à trois volets, mais je ne vois pas sa question dans le chat. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de lever la main pour ouvrir votre micro et comme ça, vous pouvez poser la question. Et donc, comme je l'ai dit, hein, c'est la dimension utopique de la pensée de Pape François qui a mis ici en cause, en avant. Juste avant d'aller plus loin, je vais inviter Luçon, Narcisse, à ouvrir son micro, qui a une question. Luçon, vous pouvez intervenir. Sinon, ben, je vais inviter le nom de la personne n'est pas indiqué, c'est iPhone. Hein? Lors de son intervention, il pourra nous mentionner, nous indiquer son nom. Vous pouvez intervenir. Euh, Est-ce on m'entend? oui, on vous entend maintenant. Merci. On n'a pas eu le nom, on a juste vu. Oui, je vais m'identifier. Je suis Carole Kadede, je suis médecin. Et on a été invité sur le groupe AMH Central par le docteur Louis-Franck Télémac. Et je félicite le professeur Hirol Toussaint, que je connais jeune, qui était vraiment quelqu'un que mon oncle Pradel Pompidou admirait beaucoup. J'ai suivi, mais je suis arrivé un petit peu en retard. C'est pour ça que dans ma question, d'abord, je remercie M. Michelot Jean-Claude aussi pour la conduite de cette conférence. Ma première question, c'est je n'étais pas là quand on a défini la diplomatie de la miséricorde. Ensuite, l'autre volet, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette diplomatie de la miséricorde et pour diminuer ou bien atténuer cette attitude inhumaine des Dominicains, du gouvernement dominicain, face aux Haïtiens qui sont des migrants chez eux. Ou localement, est-ce que cette diplomatie de la miséricorde ne pourrait pas être utilisée dans le contexte national pour baisser cette violence que nous vivons depuis les 5 dernières années entre Haïtiens et Haïtiens? Quelle oreille qui pourrait écouter cette diplomatie de la miséricorde pour diminuer nos misères entre Haïtiens et nous vivons cette période de violence qui est arrivée au stade insupportable et désespérant. Merci. Je pense que c'est une question très brûlante, professeur Toussaint. Avant de prendre les autres, je vais vous laisser répondre, professeur Toussaint. Je pense que c'est une question très, très importante. Bon, je pense que oui, j'ai choisi ce thème, comme je l'avais dit au début, et cette diplomatie de la miséricorde, c'est une diplomatie de compassion
une diplomatie d'empathie. Donc, on comprend l'autre, on comprend les douleurs de l'autre qui est mon vis-à-vis. Je dis bien les douleurs de l'autre qui est mon vis-à-vis. Et je parlais aussi de l'expérience même de souffrance du pape François, c'est-à-dire comme immigré, fils d'immigré. Donc, je crois que il a été sensible à la question de la souffrance. Et il y a un élément aussi que j'avais souligné, mais je reviens avec cette culture de la miséricorde. C'est sa grand-mère. Hein? Il a appris à découvrir cette culture de la miséricorde, cette culture de sentir avec l'autre, de vibrer avec l'autre, de comprendre l'autre. L'autre qui est l'autre est aussi là, c'est un dialogue entre le je et le tu. Donc, je crois que on peut exploiter, hein, je suis d'accord, on peut exploiter, mais je vais ouvrir une parenthèse. Si les chrétiens du monde entier, je donne, essayaient de mettre, mais là pour être beaucoup plus précis, si les catholiques du monde entier essayaient, les catholiques, que ce soit les catholiques d'Haïti, les catholiques de la République dominicaine, les catholiques de la France, les catholiques des États-Unis, hein, je donne des exemples, et entraient dans cette logique de la culture du dialogue, de la culture de la rencontre, de la culture du respect de l'autre. Probablement, il y aurait une amélioration, une amélioration dans les rapports humains, dans les rapports entre hommes et hommes, dans les rapports entre hommes et femmes. C'est-à-dire au niveau, je dirais, au niveau régional, national, même au niveau familial, la question de la miséricorde, la question de l'autre, la question de la compassion. Mais je pense que là, merci pour la question. En fait, je dirais, le pape François nous donne des pistes à penser. Et là, indépendamment de son appartenance religieuse, parce que les questions formulées par le pape François ne concernent pas uniquement les catholiques, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire c'est un chef d'État. En fait, c'est quelqu'un qui a une audience, et c'est important, c'est quelqu'un qui a une audience et qui essaie de rendre public une pensée. Donc, il a eu le courage. D'ailleurs, quand il a rencontré Barack Obama, c'est-à-dire, il a posé la question, il a dit, bon, même devant le Parlement européen et à l'ONU, de dire, la plupart d'entre nous, sans le dire, nous sommes fils des immigrés. Lui, comme fils d'immigrés, il parle à des fils d'immigrés et parfois des fils immigrés qui s'ignorent ou qui refusent et qui ont peur de s'accepter ou de se présenter comme fils d'immigrés. On peut même poser cette parole qui n'osent pas se présenter comme fils d'immigrés, qui ont honte de se présenter comme fils d'immigrés. Voilà. Oui, ben, merci beaucoup pour cette question. Donc, qui revient sur le sens même de la diplomatie de la miséricorde. C'est
On trouve bien le sens de ce mot, hein, dans l'idée de construire des ponts et non pas des murs. Hein. Donc, la diplomatie ne doit pas être un simple rapport de force entre les États, mais un service destiné à favoriser la paix et la coopération. Donc, c'est toute cette idée. On va revenir avec des questions dans le clavardage, mais nous avons eu la main de Madame Karine Levé. Est-ce que Karine peut ouvrir son micro? Oui, allez-y. Bien. Merci, professeur Hérol, pour votre présentation. Mais c'est comme j'ai un petit peu levé mes sourcils quand vous avez dit que c'était utopique. Donc, c'est à discuter parce que quand on prend l'histoire de l'immigration à travers le temps, ce n'était pas une utopie. Parce qu'il y a eu des vagues d'immigration avant. Le monde a changé. Et on peut voir même dans notre pays, le pays a changé. La peur s'installe à tous les niveaux de la société. Et avant, il y avait une migration qui était assimilée et les gens acceptaient cette assimilation dans d'autres cultures. Et présentement, les nouvelles vagues d'immigration tiennent à ce qu'on respecte leur culture d'origine et veulent vivre dans le pays d'accueil comme si ils n'avaient jamais immigré. Donc, il y a maintenant une opposition entre les forces migratoires d'aujourd'hui qui tiennent mordicus à leur culture d'origine et qui ont d'autres valeurs, qui veulent garder leurs valeurs d'origine et qui n'acceptent pas les valeurs du pays d'accueil. Ça fait un clash, ça fait des conflits sociaux et je pense qu'il faut creuser dans cette direction également parce qu'avant, il y a eu des vagues d'immigration, on ne sentait pas qu'il y avait problème, on les acceptait. Donc là, il y a aussi d'où vient l'immigration. Donc maintenant, l'immigration vient d'où? Et on peut parler aussi d'une politique, c'est systémique là, c'est-à-dire s'il y a la discrimination contre certaines origines, peuples, là maintenant ça devient un problème parce que l'immigration ne vient pas de tel endroit, de tel. Là maintenant là, ça vient d'Haïti là. Et puis il faut canaliser ce monde qui vient d'Haïti. Je prends l'exemple d'Haïti, mais il y a d'autres immigrations. Donc il y a comme une politique systémique qui est en place. Et je pense qu'il faut regarder à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que ce que le pape dit en ayant, oui, cette vision du monde, de la miséricorde, d'une migration de la miséricorde, que c'est une utopie parce qu'on l'a déjà vécu par le passé avec d'autres immigrants. Donc, alors, pourquoi aujourd'hui c'est une utopie? Donc, donc moi, je vois dans cette idée-là, aujourd'hui, ça pose problème. Et quand on regarde que le monde a changé, notre pays a changé, nous avons peur des autres, les maisons maintenant sont barriquées en Haïti, on a peur de tout le monde. Le monde a changé et il faut regarder aussi comme la dynamique de ce nouveau monde et aussi pourquoi maintenant ça devient une difficulté. Mais je ne pense pas que c'est une utopie. On doit rebattre les cartes et de voir là où le bas blesse. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit la personne qui émigre doit respecter le patrimoine du pays d'accueil. Et ça, c'est un non négociable. Je t'accueille, tu dois accepter le format que j'ai dans mon pays. Mais il va y avoir dynamique, justement, comment je peux apporter les dons de mon pays d'origine et contribuer maintenant à faire progresser, prospérer ce pays d'accueil. Donc, quand Abraham a quitté son pays, on lui a dit,
devient une bénédiction pour ce pays-là. Donc, chaque immigré doit devenir une bénédiction pour ce pays d'accueil. Et comment je vais devenir une bénédiction pour ce pays d'accueil? Donc, il faut laisser tomber des choses de ma culture pour embrasser la nouvelle culture. Qu'est-ce que je garde qui porte fruit et qu'est-ce que je ne garde pas qui ne porte pas fruit dans ce pays d'accueil? Moi, c'est comme ça que un peu, mais je discute un peu le terme utopique, je l'accepte pas. Bon, et merci beaucoup. Je dis merci à mon amie Karine qui est bon, en fait, qui est actuellement à Montréal. Donc ça c'est bien. Donc Montréal, Québec, Haïti. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, s'il y en a d'autres qui sont en France ou ailleurs aux États-Unis, mais de toute façon, Karine, merci pour ta réflexion. Moi, je retiens un terme de. Nous n'allons pas trop discuter autour du terme utopie. Je l'ai employé dans le sens suivant, pour être clair. Cela veut dire cette diplomatie de l'utopie demeure toujours un projet en train de se réaliser. C'est pourquoi je parle d'utopie. C'est-à-dire, c'est pas encore, c'est pas encore c'est pas encore atterri totalement. C'est pourquoi je parle, c'est dans cette ligne-là que je parle d'utopie. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu dis là, et ça c'est important, c'est-à-dire comment pouvons-nous être ceux qui arrivent dans un pays étranger, un pays d'accueil, comment cette personne-là peut-elle une bénédiction pour ce pays? Moi, je pense que ce terme bénédiction, ça va très bien dans la ligne du pape François, une bénédiction. C'est pourquoi toute cette théologie du pape François, cette vision du pape François est fondée sur la rencontre et le dialogue. La rencontre, mais est-ce qu'on veut le dialogue? Ça, c'est le point d'appart. Est-ce que les deux acteurs veulent le dialogue? Est-ce que les deux acteurs veulent vraiment se rencontrer? Moi, je crois que c'est une obligation pour le monde avec cette mondialisation, cette globalisation. On est ouvert. On est ouvert, mais maintenant, comment gérer humainement ou bien humainement cette ouverture? Merci beaucoup, Karine, et j'aime bien la question de bénédiction qu'on, je dirais, éduque les gens même à l'intérieur de son pays, c'est-à-dire avant même de partir. Parfois, le départ est tellement peut-être urgent et improvisé qu'on n'a pas le temps de préparer les gens à ce départ, à ce voyage, à cette nouvelle rencontre, cette éventuelle rencontre, parce que quand on part, on va rencontrer l'autre. Merci. Excellent. Ben, je crois qu'on a une discussion très intéressante. Et je vérifie rapidement dans le chat. Mais juste avant, nous avons eu une intervention de Narcisse, Monsieur Narcisse, qui n'a pas pu intervenir tout à l'heure. Est-ce que Lucien Narcisse peut encore peut intervenir maintenant? Oui, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Merci, professeur Toussaint, de m'avoir invité à cette, je dirais, fameuse rencontre. Et lorsque j'ai vu le titre, c'est la miséricorde, c'est Pape François, miséricorde de diplomatie de la miséricorde. Donc, ça m'a vraiment intéressé et interpellé dans la mesure où j'ai découvert Pape François, non pas directement dans un texte qu'il a écrit lui-même, ou bien seul, c'est plutôt dans un texte politique et société, les entretiens avec Dominique Volton. Bon, Dominique Volton, c'est quelqu'un de la communication, penseur de la communication que j'apprécie par rapport à son approche de la communication comme cohabitation. Et certainement, lisant ces entretiens, j'ai pu découvrir cette diplomatie, bon, à partir de la formulation que le professeur Toussaint a donnée,
cette diplomatie de la miséricorde qui semble s'inscrire dans une, je dirais, une sorte de diplomatie de la cohabitation. C'est-à-dire une diplomatie de la cohabitation qui permet, ou bien qui donne à l'individu, ou bien à l'homme, toute sa capacité d'être vraiment, ou bien de rester vraiment l'homme communicant qu'il est, et tout naturellement. Mais pour la question de migration, mais de la migration, il y a deux, si je ne m'abuse pas, il y a deux grandes causes que Pape François a pu énoncer pour faire valoir la question de la migration. C'est surtout la question de la guerre. La guerre et, je dirais, le chômage, ou bien le manque de travail. Les hommes, ou bien les peuples, se déplacent vers d'autres peuples parce que chez eux, il n'y a pas de travail, parce que chez eux, il y a de la guerre, comme ce que l'on est en train de vivre ici en Haïti. Et d'ailleurs, nous sommes tous ici haïtiens. S'il n'y avait pas de l'insécurité, s'il n'y avait pas du chômage, et il y aurait beaucoup plus d'Haïtiens et fougueux qui restent en Haïti. Mais à cause de la guerre ou bien à cause de l'insécurité, eh bien, on pense à partir, on pense à laisser ce pays. Maintenant, et penser tout ça, c'est aussi inscrire la démarche dans une perspective politique. Et Pape François a pu concevoir, bien, est l'un de ceux qui conçoivent la politique comme une activité par laquelle on fait avancer non seulement sa culture, mais aussi son pays. Ce qui est contraire, on peut le dire, pour Haïti. Maintenant, ma question pour professeur Toussaint et peut-être d'autres participants qui pourront toujours ajouter quelque chose. Comment, et surtout l'Église, je ne dis pas l'université, mais surtout l'Église, par leur engagement, je dirais, socio-religieux, peuvent arriver à vraiment matérialiser la pensée à vulgariser la pensée de Pape François, non pas dans une perspective d'évangélisation, mais plutôt dans une perspective de l'acceptation de soi et aussi de l'autre par rapport à ce que l'on est en train de vivre en Haïti. Voilà. Et merci, mon ami Luxon. Je crois que c'est une belle question. C'est une très belle question. Et quand je dis que c'est une belle question, et les responsables d'église, je dirais, ils ont entre leurs mains ce que je pourrais appeler un trésor. Maintenant, comment vont-ils utiliser ce trésor? Moi, je pense que c'est quand je parle du pape François comme trésor, donc je ne suis pas en train de faire l'apologie de normes, non, loin de là. Mais c'est-à-dire, il a produit une pensée, il a une pensée, il a des propositions, il a une lecture de la réalité, une lecture de l'Église. Maintenant, il revient aux acteurs de l'Église d'exploiter cette richesse. Et bref, et pour cette conférence, j'ai invité pas mal de personnes également qui sont à l'intérieur de l'Église, que ce soit l'Église catholique ou bien l'Église protestante. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai fait pour faire circuler la pensée du pape François en Haïti. Et là, je rappelle, j'ai demandé ouais, mais je peux faire ça. Je rappelle que il y a cela environ probablement 6 ans, j'ai publié, quand j'ai commencé à lire le texte du pape François, quand j'ai lu sa théologie, sa vision, et puis sa vision de l'homme, sa vision de la société,
sa théologie, sa philosophie, je me suis dit, hein, et puis c'est un latino-américain, je me suis dit, il faut immédiatement faire connaître la pensée du pape François en Haïti. Et c'est dans cette logique que j'ai publié ce texte. J'ai publié ce texte en 2019. C'est pas, je vais demander à mon ami Michelot de faire voir, c'est-à-dire justice sociale et culture du dialogue selon Pape François. Donc ça a été publié en 2019, ça fait déjà 6 ans. Je me suis dit, c'est important, c'est de faire connaître la pensée politique, ici c'est la pensée politique et la pensée sociale du pape François. Donc, certes, en Haïti, nous avons ce texte qui est au service, je dirais, des penseurs haïtiens, pas seulement de l'Église catholique, des catholiques, des penseurs haïtiens, ceux qui s'intéressent à la sociologie politique, à la psychologie politique. Bref, là, ce n'est pas une question du pape François catholique ou pas, mais c'est un penseur latino-américain qui nous a fait des propositions. Et maintenant, comment accueillir, merci pour ta question, je n'ai pas des réponses, des recettes à fournir, mais cette pensée est là, il suffit de creuser, de creuser cette pensée. Et d'ailleurs, vous avez là, le préfacier, c'est un spécialiste des questions sociales, c'est un spécialiste des questions politiques, des questions politiques. Vous avez justice sociale et culture du dialogue selon Pape François. Le préfacier, c'est Pierre de Charentenay. C'est Pierre de Charentenay. Donc, un spécialiste, si vous cherchez sur Internet, vous verrez que c'est un grand monsieur, un spécialiste, un docteur en sciences politiques, Pierre de Charentenay, qui a préfacé le livre. Et si vous avez ce livre, je vous encourage à lire la préface de Pierre de Charentenay, qui est de français, un jésuite de français. Bien, merci beaucoup. Et je vais rapidement lire cette question bon, je vais revenir sur la question que j'arrive pas à retrouver. Mais en attendant que je retrouve la question, je vais donner la parole à Sol Doriska. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais il pourra me corriger. Est-ce que Doriska, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, mes deux professeurs. Les deux professeurs, Ewald Toussaint et professeur Michelot, Jean-Claude Michelot. Oui, j'ai deux questions. J'aimerais savoir quelle sera la position d'un diplomate face à cette diplomatie de la miséricorde. Et deuxièmement, quelle est la position une très belle question, mais en fait, le pape François, bien souvent, j'ai l'impression que Doriska veut compléter encore sa question, si on peut juste lui laisser le temps de compléter. Non, excusez-moi. D'accord. Oui, pour la deuxième, j'aimerais savoir, étant donné que monsieur le pape a deux chapeaux, je ne sais pas si la diplomatie de la miséricorde est beaucoup plus catégorique pour les religieux ou du point de vue mondial. Parce que lorsqu'on par définition, on sait que la diplomatie, c'est un échange. Lorsqu'un diplomate va faire une sorte de relation, il va faire à l'intérieur de son gouvernement. S'il va se baser sur la miséricorde, comment son pays va en bénéficier de cette diplomatie? Merci beaucoup, sir. Bon.
tout ce que je veux dire, c'est que le pape François, quand il rencontre les diplomates, parce que comme État, le Vatican envoie des diplomates, il reçoit des diplomates également. Et le pape François n'a pas peur d'exprimer sa pensée ou bien de verbaliser sa pensée. Cela veut dire sa diplomatie a une dimension, je dirais, une dimension entre guillemets matérielle ou terrestre comme telle. Okay? C'est-à-dire, là, nous réglons les affaires de ce monde, mais en même temps, dans la diplomatie vaticane, il y a également la question de, puisque le Vatican, le catholicisme est ou bien le christianisme est une religion, la référence ultime, c'est le Christ, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut tenir compte, c'est ça, c'est cette tension-là qu'il faut tenir cette tension. Et pour tenir cette tension, un travail de discernement sera toujours nécessaire. Parce qu'on est dans le registre, disons, matériel, politique comme tel, mais on tente d'aller au-delà de politique. Par exemple, dans la logique vaticane, il faut construire la paix, mais on a aussi une vision de la paix. La paix est aussi don de Dieu. Ça, juste pour vous donner une certaine idée. La paix, mais la paix est aussi don de Dieu. Et les hommes ont à construire des ponts, etc., mais la paix est aussi le don de Dieu. Moi, je crois que cette question, elle est importante. Et moi, je dirais, elle est ouverte. Et il faut la poser. Votre question a son sens. Et moi, je n'ai pas une réponse définitive. Nous avons à poser cette question. Et nous avons à chercher. Or, c'est la rencontre. C'est la rencontre. C'est la rencontre. C'est le dialogue. C'est le dialogue, la rencontre qui sont les fondements, les principaux fondements de la médiation aussi, qui sont les principaux fondements de cette diplomatie de la miséricorde. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est très dynamique. Right. Quels sont les mécanismes possibles pouvant permettre l'implémentation d'une telle diplomatie à travers le monde? Ça, c'est une question de Paul Thiali, Nazaire, qu'on va aborder un instant. Et il y a aussi, je note aussi qu'il est déjà 3h15. On a prévu de terminer à 3h. On va pouvoir prendre une dernière question, celle de Samuelito One, que je vais inviter à ouvrir son micro. Et j'en profite également pour saluer la présence de plusieurs personnalités, notamment le professeur Toussaint. Je salue le professeur Harry Régis, qui est là aussi. Donc, bonjour, professeur Régis. Et Samuelito, vous pouvez ouvrir le micro et poser la question. Je pense que ça va être la dernière question pour clôturer cette conférence, puisqu'il est déjà 15h06. Oui, Samuelito, vous avez le micro. Oui, bien le bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Très bien. Vous me recevez? Oui, on vous entend très bien. Ok. Déjà, je tiens à remercier le docteur Toussaint, ainsi que le modérateur, monsieur Michelot. Alors, je vais être très bref sur ma question. On parle de la défense des à l'épreuve de la diplomatie de la miséricorde. Donc, ma question, c'est comment peut-on faire cohabiter réellement
une diplomatie qui met en évidence les valeurs morales et théologales face à, je dirais, une diplomatie de l'asservissement compte tenu du désir de rester tout puissant sur la scène mondiale de certains États. Merci. Et là encore, une question est fondamentale. Et là, je reviens à cette notion de pas de sens négatif à cette notion d'utopie. C'est quelque chose à faire. En fait, et puisque c'est une notion qu'introduit le pape François, il va falloir opérationnaliser. C'est pourquoi cette question, elle est fondamentale. On doit tester cette diplomatie de la miséricorde. Il faudrait, à l'avenir, puisque nous sommes des universitaires, mener des recherches, de voir où en sommes-nous avec cette diplomatie, ce projet, quand je parle de projet, ce projet du pape François, est-ce que c'est faisable et à quel point est-ce qu'on peut marquer des points, on peut avancer, mais est-ce qu'on va aboutir réellement à ce projet? Mais tout ce qu'on peut dire, c'est déjà quelque chose à partir de la vision et à partir de cette vision du pape François, liée bien sûr à son histoire et à ses expériences, et qu'on puisse parler de la diplomatie de la miséricorde. Mais la question qu'on vient de m'adresser, moi je crois, je n'ai pas une réponse fixe, mais je crois que elle est fondamentale, elle est centrale, mais c'est sur le terrain qu'on va tester, c'est sur le terrain, au cœur des conflits, comme je l'avais dit, au cœur des conflits, au cœur des luttes, qu'on va voir si on peut graduellement s'approcher vers cette diplomatie et de la miséricorde, et on peut se demander quels sont les pas, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement et quotidiennement pour aboutir à ce projet, c'est-à-dire cette diplomatie de la miséricorde, ou encore est-ce qu'on a déjà des adhérents, que ce soit du côté de l'État ou bien de l'Église, des adhérents, des potentiels sympathisants, sympathisants ou sympathisants, oui, des sympathisants de ce type de diplomatie. Question ouverte. Question ouverte, et je pense que cette conférence a été l'occasion, disons, c'est une invitation à réfléchir sur plusieurs questions, hein, la mondialisation de l'indifférence et la cohabitation pacifique, hein, de la planète, la cohabitation des différentes formes de culture, et il y a toute la question d'utopie qui fait débat. Donc c'est autant de questions sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir, mais qui quand même attirent notre attention sur les enjeux il ne s'agit pas ici du pape François en tant que personne, mais de sa pensée, et qui invite justement à revoir les relations entre les peuples, le traitement des immigrés et une possible cohabitation pacifique entre les différentes formes de culture. Donc c'est des questions très importantes et qui justement devraient faire l'objet d'autres discussions. Mais c'est le moment pour nous de s'arrêter là. Donc, Professeur Toussaint, encore une fois, merci pour cette conférence. Ça va être le mot de la fin. Déjà, je remercie à chacun de vous d'être là. Professeur Toussaint, je ne sais pas si vous avez des mots de conclusion pour clôturer cette conférence. Et remercier nos participants aussi. Donc, moi, je pense que c'est un exercice important. C'est un exercice important. Je remercie chaque participant. Merci beaucoup. Et puis, nous aurons d'autres conférences. Et puis, nous vous encourageons
Monsieur Michelot va nous envoyer cette conférence. On va vous l'envoyer et je vous demanderai de vous inscrire à notre chaîne YouTube que le professeur Michelot coordonne, anime, mais vous allez recevoir d'autres invitations pour d'autres conférences et vous recevrez aussi des émissions ou bien des conférences que nous avons réalisées. Merci beaucoup à chacun de vous. Ça a été un plaisir. Un très bon dimanche. Et on espère se revoir virtuellement ou physiquement peut-être pour un autre événement similaire. Merci, à bientôt.